Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Luc Langevin qui est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour David. Ravi de te rencontrer. On va parler ensemble de ta date de spectacle ici en Belgique. C'est à Forêt Nationale le 8 janvier 2026, là où l'impossible prend vie. On va en parler dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok? Ok. Devant toi, tu as un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Tu peux activer le buzzer. Et ça passe la question. Et ça passe la question. Mais attention, si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard, action positive ou action négative parmi les cartes. Ok. On est bon pour les règles? J'imagine. J'ai pas vraiment le choix. Ouais, okay. Allez, c'est parti. Voici la question promo. Question promo. Que va-t-on voir sur la scène de Forêt Nationale? Ah, c'est une bonne question. On va voir beaucoup de choses parce que c'est un spectacle à grand déploiement. Donc, il y a beaucoup de décors, de visuels sur la scène. Le but, c'est d'émerveiller, de faire rêver les gens. Donc, dès qu'on entre dans la salle de spectacle, déjà, le décor, l'ambiance va nous plonger dans mon monde, un monde d'illusions. Et donc, je crois que les gens vont aimer les éclairages qui sont somptueux. Le visuel, il y a beaucoup de projections vidéo. Donc, c'est visuellement très travaillé. Donc qu'est-ce qu'on va voir pour répondre précisément à la question? C'est vraiment un univers où on plonge dans un monde où tout est possible finalement, où ce qu'on imagine, ce qui est seulement dans notre tête peut prendre vie et être littéralement devant nous. Est-ce que le spectateur est acteur également dans ton spectacle? Oui, je me suis beaucoup fait connaître justement par des numéros souvent interactifs où je prends les spectateurs à partie. Donc j'aime que le spectateur nomme quelque chose que je fais apparaître ou détermine l'issue des numéros. Donc il y a plusieurs numéros comme ça où les spectateurs soit montent sur scène ou je les interpelle depuis la salle pour justement mener à bien les illusions. Comment on fait pour créer un show qui dure quoi, 1h30, 2h environ? 1h30. 1h30 avec que de l'illusion. Je me pose toujours cette question parce que l'illusion, une fois qu'on a compris qu'il y a l'illusion qui va rentrer en jeu, je me dis comment on arrive à faire tenir un spectacle pendant 1h30 avec le spectateur qui est donc captivé pendant 1h30 avec juste de l'illusion. Ben, c'est drôle de dire juste de l'illusion parce que je trouve que c'est beaucoup déjà parce que l'illusion c'est très très riche. Lorsqu'on est illusionniste, on peut faire apparaître un éléphant, passer à travers un mur, l'éviter, lire dans les pensées, prédire l'avenir. Il y a tellement de possibilités et à chaque minute, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, je pense qu'on tient pendant 1h30 dans le spectacle que je vais proposer parce qu'on sait jamais justement ce qui va se passer. On est toujours curieux de voir où ça va aller. Comment ça va pouvoir être encore plus fort, comment ça va pouvoir continuer d'évoluer comme ça. Il y a une trame narrative où si on suit, il y a une forme d'histoire qui se raconte. Donc c'est pas seulement que des numéros mis bout à bout et qu'on aurait pu interchanger. Donc c'est comme ça qu'on le fait. Luc, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Est-ce qu'on peut te définir comme magicien? Ou est-ce que pour toi, tu es illusionniste ou magicien? Est-ce que les deux se rassemblent? Je pense que les deux peuvent se rassembler. Je préfère illusionniste, mais je suis pas choqué du tout si on dit magicien. Là, ouais. Et est-ce qu'un magicien ou un illusionniste a le droit d'utiliser son savoir dans la vie de tous les jours? Je pense que oui, mais pas à mauvais escient. C'est-à-dire que la magie, ça peut, on peut vite sombrer dans le côté sombre de la magie, devenir un escroc, devenir un voleur, parce que ce sont des techniques qui permettent parfois de tromper les gens. Mais on peut les utiliser pour émerveiller, pour surprendre les gens, pour apporter un peu de magie dans la vie des gens. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Et dans ta vie personnelle, est-ce que tu as déjà utilisé l'illusion? Oui, ben moi je suis papa. Je fais un exemple. Hein. Ben je suis papa de 2 enfants, donc au quotidien je fais disparaître leurs jouets ou j'en fais apparaître un. Ça les amuse, ça met voilà de la magie dans leur journée. Donc c'est quelque chose que je fais par exemple. Donc tu l'as utilisé que dans le cadre familial, c'est-à-dire que pour avoir, je sais pas, je n'ai même pas d'idée de ce que tu peux faire en illusion, mais tu l'as pas utilisé pour avoir quelque chose pour. Non, ben voilà, je veux pas tomber là-dedans. En fait. D'accord. Non, c'est ça. Non, mais je l'utilise avec des amis aussi ou avec voilà donc. Dans les soirées, tu peux faire quelques petits. Exactement. Quelques petits tours qui émerveillent tout le monde. Exactement. Allez, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Si je te dis l'ambition. L'ambition, qu'est-ce que ça évoque? Pour moi, ça évoque... Est-ce que tu es un ambitieux?
Je pense que oui. En fait, parce que très jeune, je savais ce que je voulais faire. J'ai rêvé d'être magicien, d'être illusionniste à 6 ans. Et en fait, rapidement, j'ai eu l'ambition d'en faire ma profession. Et donc, pour moi, l'ambition, ça rime avec un chemin de vie, un but à atteindre, quelque chose qui définit mes actions à chaque jour pour aller là où je veux aller. C'est quelque chose de positif et de beau pour moi, l'ambition. Ouais. J'ai noté également dans l'une de tes interviews que tu voulais être le meilleur du monde même. Oui. Tu le confirmes encore aujourd'hui? Oui, ouais? Oui. Ah oui, ben chaque jour j'y travaille et c'est le but à atteindre, c'est mon ambition. Je me suis dit j'ai une seule vie à vivre, je vais essayer de la vivre en devenant le meilleur dans ce que je fais. Ouais. Et aujourd'hui pour toi t'es pas encore le meilleur? Il reste encore des choses à faire. C'est pas à moi de le dire. Mais si quand même, tu sais à peu près dans ton milieu, tu sais où tu te situes à peu près. Ben, je pense que je me débrouille bien. Tu peux encore aller plus loin, tu penses? Je pense. Ouais. Je vais tâcher de le faire en tout cas. Mais à chaque spectacle, c'est mon 4e spectacle maintenant. J'essaie toujours d'aller un peu plus loin. Puis à chaque fois, j'y arrive. Puis même celui-là, c'est mon 4e maintenant. Je crois que j'ai relevé la barre encore plus. Je crois donc oui. On peut toujours imaginer plus. J'ai l'impression. L'imagination, c'est très très riche, donc on peut toujours imaginer plus. Si je te dis une formation en biophotonique, j'avais du mal à le dire. C'est quoi ça? Oh, bah, c'était mes études universitaires. Ouais. Ça fait quelques années déjà. En fait, j'ai commencé un doctorat dans ce domaine, la biophotonique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'étude bio, donc c'est l'étude de la vie, biologiquement parlant, et photonique, c'est la lumière. Donc c'est l'étude de la vie par la lumière, par les lasers, par les microscopes avec une lumière particulière et tout. Donc je faisais un doctorat dans ce domaine il y a de cela quelques années, mais j'ai interrompu le doctorat pour devenir illusionniste à temps plein. Donc j'ai pas terminé les études dans ce domaine, mais j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a donné un bagage scientifique qui nourrit énormément la magie que je fais maintenant. Il y a pas un regret de ne pas avoir fini les études? Un peu, ça a été un pincement au cœur au moment où j'ai dû quitter, mais je regrette pas du tout parce que la profession d'illusionniste m'a apporté tellement. Puis donc non, j'ai pas de regrets. J'aurais aimé pouvoir terminer avant de pouvoir faire le saut dans le show business. Ça n'a pas été possible, donc mais ça va. Et comment on l'annonce, je sais pas, assez proche, en disant bon, je vais arrêter mes études et je vais me lancer dans le spectacle? Ouais, non, c'est pas une annonce qui a réjoui mes parents plus tant que ça. Mais il faut dire, en fait, pendant que je faisais mon doctorat, j'étais également, je tournais ma première série télé en parallèle. Je faisais les deux en même temps. Et soudainement, la série télé qui s'appelait Comme par magie a cartonné. Vraiment, ça a été un gros succès. Et donc, la popularité est arrivée. Donc, c'était un peu naturel de délaisser les études. Ça s'est fait un peu naturellement, finalement. Donc, ça n'a pas été un choix si déchirant parce que ça s'imposait. Donc, voilà, ça a rendu le choix facile, comme ça, finalement. Si je te dis la télévision, ça évoque quoi pour toi? C'est ce qui a démarré ma carrière. Ouais. Moi, ma carrière a commencé justement avec une série télé dans laquelle j'étais en vedette, où je me promenais dans des lieux publics et je faisais des tours de magie aux gens, des tours de proximité avec des objets du quotidien. Et la télé, c'est vraiment ce qui m'a propulsé, ce qui m'a fait connaître au Canada. Du jour au lendemain, tout le monde j'étais étiqueté comme étant l'illusionniste qu'on voit à la télé. Donc ça a changé ma vie, je dirais. C'est ce qui m'a donné le souffle de faire ce que j'aime faire dans la vie, de gagner ma vie en faisant ce que j'aime le plus, une des choses que j'aime le plus au monde. Donc, c'est ce que ça évoque pour moi. Notoriété au Canada qui est un peu plus grande quand même qu'en France ou en Belgique. Oui, tout à fait. Parce que on te retrouve moins à la télévision, j'ai l'impression, en France ou en Belgique. Oui, tout à fait. On te voit pas invité régulièrement dans les émissions. Non, mais j'habite pas ici, hein, donc c'est probablement la seule raison. Quand on prend l'exemple Mesmer, par exemple, qui est un autre style, hein. C'est vrai, mais Mesmer est quand même ultra populaire en France et en Belgique. Il avait même eu son émission en France avec Arthur, etc. Je me suis demandé pourquoi tu n'as pas ton émission, par exemple, à toi en France. Faut demander au diffuseur. On te l'a pas proposé? Oui, non, si on me l'a proposé. Mais je le disais, je suis papa de deux jeunes enfants que j'ai eu dans les dernières années. Ma petite fille a 2 ans et demi. Donc, il y a des choix aussi que j'ai dû faire quand même. Donc, j'ai fait beaucoup de télé au Canada. J'en ai fait un peu en France, en Belgique, mais beaucoup moins, effectivement. Par choix, justement. Choix pour la famille, des choix professionnels comme ça. Mais c'est toujours
toujours un plaisir de venir ici, mais quand on n'y habite pas, voilà, faut prendre l'avion à chaque fois et tout. Mais c'est vraiment la seule raison, parce que les émissions que j'ai fait ici, elles ont bien marché, les diffuseurs étaient contents, moi j'étais content, donc... Mais qu'est-ce qu'on t'a proposé de concrètement, que t'as dit, ok, j'ai pas vraiment le temps et j'ai ma famille aussi qui est de l'autre côté de l'Atlantique, donc je ne peux pas. Ben, c'est tous les projets où je dois m'établir ici pendant plusieurs semaines sans voir ma famille. Au moment où on me l'a proposé, ma fille était très très jeune, je voulais pas laisser... et c'était quoi comme projet exactement? Mon Dieu, c'était un projet de télé où je faisais des numéros à des artistes invités, par exemple. Donc des people qui on basait les tours sur leurs intérêts. Finalement, donc quelqu'un aimait la pêche, je pouvais faire apparaître un poisson ou des choses comme ça. Donc puis j'aurais bien aimé le faire. J'ai fait ce genre d'émission au Canada, mais voilà, avec la vie de famille, voilà, c'était difficile de concilier les deux. Voilà. Luc, il est l'heure maintenant du coup de pression. C'est le moment du coup de pression. Voici la question. Dans ton métier, quelle différence fais-tu entre le Québec et la France et la Belgique? Est-ce que le spectateur est différent de l'autre côté de l'Atlantique? C'est une bonne question. Oui, oui, il l'est. Je dirais, en France et en Belgique, les spectateurs ont une sensibilité, je dirais une sensibilité à la poésie, au sous-texte qui est plus grande, je trouve, qu'au Québec, au Canada. Au Québec, au Canada, le spectateur aime beaucoup qu'on brise le quatrième mur, donc qu'on les interpelle, qu'il y ait une espèce de proximité avec l'artiste. Ici aussi, on peut l'apprécier, mais là-bas, chez nous, c'est particulièrement fort. Donc, il y a cette distinction. Les Québécois aiment beaucoup l'humour aussi, mais voilà, ici, je trouve le public très captif, très curieux et très captif, plus qu'au Canada. Je dirais ce sont les distinctions. Est-ce que tu aménages aussi ton spectacle? Ah oui. En fonction du pays? En fonction de ça. Ouais. Le texte aussi, les références culturelles. Sinon, la magie est assez universelle. Les illusions ne changent pas, mais le texte, la façon le rythme, de raconter. Ouais, voilà. Les blagues, ces genres de choses. Ouais. Est-ce qu'on achète des tours? Je me suis toujours posé la question parce que je me suis dit, moi, je suis toujours captivé par la magie ou l'illusion. Ouais. Et je me suis dit, comment on peut devenir illusionniste? Est-ce qu'il faut acheter un bouquin dans lequel on lit les trucs et astuces? Ou est-ce qu'on achète des tours à des gens qui t'expliquent comment on fait exactement l'illusion? Comment ça se passe? On peut acheter tout ça. Oui, il existe, parce qu'il existe des boutiques de magie, des sites web qui vendent des tours que des magiciens ont créés et ces magiciens vendent leurs créations. Donc, c'est possible d'acheter des livres, des vidéos, maintenant des accessoires créés sur mesure et on peut l'apprendre. Par contre, les magiciens qui réussissent vraiment à percer dans le métier souvent vont créer leurs propres tours et les exécuter. C'est ce que je fais maintenant. C'est ce que je fais dans le spectacle aussi. Mais lorsqu'on commence, évidemment, très souvent on commence en exécutant les tours créés par d'autres. Donc, on achète les créations. Après, c'est pas parce qu'on achète le tour qu'on sait bien le faire. Bon, c'est comme acheter une guitare, finalement. Donc, on achète les instruments, la méthode, mais il faut pratiquer pour réussir à le faire. Combien? Ça coûte très cher d'acheter un tour ou c'est très variable, ça en fonction du tour. Si vous voulez faire apparaître un avion, ça va coûter très cher. D'accord. Si vous voulez retrouver une carte à jouer choisie par une personne, ça va coûter moins cher. Est-ce que maintenant que tu crées tes propres tours, tu les vends aussi à d'autres personnes? Non, je les vends à moi-même, tout simplement. Et je me fais un bon prix quand même. Et non, je les garde que pour moi. Non, c'est pas vrai. J'ai vendu un ou deux tours par le passé, mais je me suis rendu compte que ce qui était le plus, on va dire, profitable pour moi, c'était d'exécuter les tours que je créais moi-même. Je pouvais en tirer beaucoup plus qu'en le vendant d'autres magiciens. Voilà. Et on va retrouver beaucoup de tours à Forêt Nationale le 8 janvier 2026 avec le spectacle Là où l'impossible prend vie. Et tu vas nous terminer cette interview avec un tour d'illusion. Oui. Et un objet tout simple en plus. Oui, j'ai sorti. Tu as pris une fourchette. C'est ce que j'ai trouvé. J'aime bien faire l'extraordinaire avec l'ordinaire. Puis il y a rien de plus ordinaire qu'une fourchette que tu peux peut-être. Ah, je peux la prendre? Oui, vas-y. Oui. Non, mais elle est ordinaire. Tu sais que si je me fais avoir, je vais mal dormir. Oui, c'est le but. Donc je teste quand même. Oui, tu peux vérifier que c'est une fourchette. C'est une fourchette banale. Voilà. Je peux la tester. Oui, tu peux la cogner. Oui, elle est dure, ok. Oui. J'aurais pu prendre n'importe quelle fourchette qui est à la
cafétéria ici pour J'essaie vrai. déjà de chercher le truc où tu vas faire disparaître je ne sais quoi. Je ne connais pas le tour. Hein. Ben, je vais te le dire. En fait, on va faire une expérience de psychokinésie. La psychokinésie qui est la capacité pour une personne d'agir à distance sur les objets uniquement avec la pensée. Et donc, on le fait avec la fourchette ici. Je vais me placer pour que à la fois tu vois bien et que la caméra le voit bien aussi. Tiens. Je secoue la fourchette ici. Si tu regardes le bout de la fourchette, tu vas voir quelque chose se produire. Ouais, je vois que ça se tord. Tu vois qu'il y a une branche ici qui s'est dressée. Tu peux y toucher. Tu vois, c'est pas une branche qui est amovible. C'est très dur. Hein. Elle est bien solide, voilà. Et bon, une branche comme ça, c'est bien, mais ce qui est plus impressionnant, c'est de le faire avec la fourchette au complet. Je te montre. Je la mets dans ma main ici. Et si on attend légèrement, tu vas voir que doucement. Il me rend fou déjà. C'est incroyable. Oui, il y a une bonne courbure maintenant. Si on compare avec l'autre, on est d'accord. Comme elle était. Mais tu sais, parfois, il y a des gens qui sont sceptiques par rapport à ça ou qui sont plus ou moins impressionnés parce qu'ils se disent, à quelque part, c'est possible si je prends mes deux mains et que je force. C'est possible de plier un couvert comme ça avec la force manuelle. Donc les gens se disent peut-être qu'avec ses doigts il l'a plié, mais regarde bien. Je vais remettre la fourchette droite et on va la plier d'une façon que c'est impossible de le faire avec les mains. Ça prendrait une machine, pour le faire, et ça va se faire dans ta main à toi. David, je vais remettre la fourchette droite, mais avant, est-ce que tu es gaucher ou droitier? Je suis gaucher. Gaucher, tends-moi ta main gauche comme ça, et je vais y placer la fourchette dans ta main juste ici. Tu peux fermer les doigts par-dessus et tourner la main juste comme ça. Parfait. Imagine-toi que le centre de la fourchette est plus mou, comme si le métal avait été chauffé. Fais juste l'imaginer dans ta tête. Tu vas peut-être sentir une chaleur à l'intérieur de ta main. Et tourne la main comme ça. Ouvre les doigts. Je sais pas si tu vois ici la fourchette. Tu me l'as tordu. Tordu. Mais tu me l'as tordu en zigzag, quoi. Oui. Essaie de la détordre, tu vas voir, c'est impossible. Ça prendrait une machine, c'est extrêmmement difficile. C'est impossible, mais c'est injouable. Mais c'est impossible de la... Mais comment il fait? As-tu senti quelque chose dans ta main ou pas du tout? Ça a passé... en vrai, j'ai senti j'ai juste pris la fourchette dans la main, mais j'ai pas senti quelqu'un ou quelque chose qui se tordait dans ma main. Voilà, c'est le but. Mais tu sais quoi, David, je vais te la laisser en souvenir, mais entre la... avec les dents juste un peu comme ça, donc ça te fera un bon souvenir. Tu feras attention si tu manges avec pour... Oui, là faut faire attention. Pour pas te crever un œil ou... Merci beaucoup, Luc, on te retrouve plaisir, le 8 janvier 2026 avec ton spectacle. Merci beaucoup.